D'accord? Vous avez par exemple une rivière qui va aller par exemple faire le sens, vous voyez? D'accord? Et puis une deuxième rivière par exemple vous voyez, qui va alimenter, disons, le bassin, la même chose. Donc j'ai par exemple ici un premier courant à ce niveau-là, un deuxième courant ici. Donc ici, on va avoir des courants qui sont linéaires, des courants qui sont linéaires, mais dans cette partie exactement, dans cette partie où nous avons les deux courants, je peux avoir par exemple un courant avec les deux sens. D'accord? Et dans ce cas-là, dans ce niveau-là exactement, je peux avoir par exemple un courant qui est, disons, ça c'est un exemple, mais on peut avoir par exemple des courants bidirectionnels dans d'autres cas de figure. Bon, donc si vous voulez, en ce qui concerne donc ces ripple marks. Donc là, des ripple marks, comme je l'ai expliqué, des ripple marks, ou bien les rides de courant, ce sont de belles figures sédimentaires qui peuvent nous donner des renseignements, des indications très importantes dans la compréhension donc, des environnements de dépôt. Bien. Donc après les ripple marks, on peut aller voir donc, ce qu'on appelle le litage. Le litage. C'est quoi un litage? Donc ça vient du mot liter. Alors, un de litage, il correspond à des lits fins qu'on distingue à l'intérieur des bancs et des couches. D'accord? Donc, il correspond à des lits fins, ou bien à des niveaux fins, qu'on distingue à l'intérieur des bancs et des couches. Alors, je vais vous donner, là aussi, je vais faire par exemple un schéma pour vous expliquer ça. Je vais prendre par exemple une couche. J'ai par exemple une couche. Non. Je vois les différents types de laitage qu'on peut voir. Voilà, par exemple, je vais mettre ici par exemple 4 couches. Vous voyez, mademoiselle, vous voyez les 4 couches, c'est ça? Vous arrivez toujours à suivre sur le schéma que je fais? Oui, monsieur. Voilà, alors on a maintenant 4 couches. Alors, je vais faire, disons, un schéma. Donc, je prends par exemple les couches, à la première couche, et puis, donc, si j'analyse les grains ou bien les sédiments à l'intérieur de la couche, j'observe par exemple que j'ai les grains qui sont, disons, dans n'importe quel. Non, attendez. Comment je dessine ça? Je vais y arriver.
Voilà, donc si je prends par exemple, vous voyez à des schémas, mademoiselle, ce que je viens de rajouter, les points, vous les voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et alors, regardez par exemple, donc, si je prends le cas, le premier cas, donc je vais mettre ici le cas A, le cas B, le cas C et le cas D. Regardez, si j'analyse par exemple les grains, j'analyse les grains dans le cas A, vous voyez, est-ce que je peux trouver une logique dans l'organisation des grains? Bien non. Il n'y a aucune logique. D'accord? Donc, de ce cas-là, je dis que j'ai une couche qui est, disons, non litée. Il n'y a pas de litage. On appelle ça une couche qui est massive. D'accord? Donc, on veut dire que là, c'est une couche qui est massive, non litée. On appelle également non litée. Alors qu'ici, le deuxième cas, le cas B, je vois par exemple que si j'analyse les grains, je vois que les grains, normalement, ils ont une certaine logique. Vous voyez, normalement, tous les grains ont une disposition qui est horizontale. Vous voyez? Donc, je peux dire par exemple que dans ce cas-là, j'ai ce qu'on appelle un litage horizontal. D'accord? Un litage horizontal. D'accord? C'est le troisième type de litage, le deuxième type de litage. Je peux avoir également un autre litage qui est ce qu'on appelle maintenant un litage qui... Ça veut dire en fait que les grains sont disposés selon des lignes qui sont comme ça. Tous les grains sont disposés par deux sens. On appelle ça un litage qui est oblique. Donc ça, A, c'est une couche massive, non litée. Le cas B, j'ai un litage, donc j'ai un litage qui est horizontal. Ici, j'ai un litage qui est oblique. Et dans le cas de D, je peux avoir par exemple un litage qui est quelconque. Ça veut dire en fait, dans un sens, je vais avoir un litage qui est comme ça. Et puis, dans un autre, je peux avoir un autre litage qui est comme ça. Et puis hop, je reprends encore une fois un étage qui est comme ça. C'est-à-dire en fait, dans la même couche, je peux voir par exemple des directions qui sont variables. D'accord? Donc ça, ce que j'appelle ici, dans ce cas-là, j'appelle ça un litage horizontal. Ici, c'est un litage oblique. Et puis, dans le troisième cas, je peux avoir ce qu'on appelle un litage entrecroisé. Litage entrecroisé. D'accord? Bah donc, si vous voulez, les quatre types de litage qu'on peut observer dans une couche sédimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la première chose que je vais faire quand j'ai une couche devant moi, que je vais étudier sur le terrain, c'est d'observer l'organisation des grains. Si je trouve que les grains n'ont aucune organisation, je peux dire que la couche est massive, non litée. Si les grains ils ont une certaine disposition horizontale, on peut dire qu'un litage horizontal. S'ils ont une organisation, disons, oblique, on peut dire que c'est un litage qui est oblique, ou bien s'ils sont n'importe comment, comme ça, il y a plusieurs types de litages, on peut dire que c'est un litage qui est entrecroisé. Alors, vous voyez, donc normalement, on peut faire ça. Donc, vous voyez, donc l'étage, il correspond à des fins qu'on distingue à l'intérieur des bancs et des couches. Soit on n'a pas de litage, dans ce cas, on a une couche massive, soit on a un litage horizontal. Alors,
Alors, regardez par exemple, si je prends de la figure qui est en haut à droite, là, qui est en noir et blanc. Nous avons deux couches qui sont successives. La couche du haut, il a un étage horizontal, et la couche du bas, il a un étage qui est oblique. D'accord? La couche qui est, pardon, la figure qui est là où il y a la demoiselle, ici, ça veut dire en fait la figure qui est en bas à gauche. Vous avez une couche, vous avez plusieurs couches, mais avec un étage qui est horizontal. D'accord? Un étage qui est horizontal. Et par contre, la figure que vous avez en haut à droite, là vous avez l'appareil photo, hein, vous avez ici ce qu'on appelle un étage, disons, entrecroisé. Vous voyez, normalement, on est dans la même couche, et pourtant, nous avons un étage qui va dans les différents sens. D'accord? Soit il est comme ça, donc vous voyez, normalement, en bas, là où c'est dessiné en bleu, il a un certain angle. Juste en haut, nous avons un pratiquement horizontal. Encore une fois, nous avons une... Oui, normalement, ça veut dire en fait la même chose ici en bas. Regardez ici en bas à droite, nous avons la même couche avec disons, les tâches qui vont dans tous les sens. Dans ce cas-là, on parle d'un étage entrecroisé. Un étage entrecroisé. Alors, achetez la signification. C'est quoi la signification donc de ces différents étages? Alors, si on a une couche qui est massive, comme ça, la plupart du temps, on ne peut rien dire. Parce que ça dépend des conditions, alors je ne sais pas. Mais quand on a un étage horizontal, généralement, quand on a un étage horizontal, la plupart du temps, il est synonyme d'un milieu qui est calme. D'accord? Oui, normalement, il est synonyme. Par exemple, c'est un étage horizontal, comme ça veut dire en fait, c'est un milieu qui est calme, c'est une décantation. D'accord? Mais quand on a un étage oblique, ça veut dire en fait qu'on a un courant unidirectionnel. C'est un milieu qui est agité, un milieu agité avec un courant unidirectionnel. On trouve par exemple ça dans des milieux de rivière. Mais par contre, quand on a un étage entrecroisé, c'est un étage la plupart du temps qui est dû à des courants multidirectionnels, plusieurs courants. Donc c'est un milieu qui est très agité. Et un exemple, c'est par exemple dans les milieux de plage, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle donc des étages entrecroisés, bien dans des chenaux. Alors, je ne sais pas, alors, si vous vous rappelez, je peux remonter par exemple au niveau des chenaux. Voyez, est-ce que vous voyez de la photo? Est-ce que vous vous rappelez de cette photo? Nous l'avons vu quand on a vu les chenaux. Oui, monsieur. Voilà, alors vous avez un chenal, ici, en haut à gauche, donc nous avons un chenal, voyez. Mais le remplissage sédimentaire de ce chenal, vous voyez, ça vous donne ça en bas à gauche, en bas à droite, pardon, en bas à droite, donc vous avez, ça c'est le remplissage d'un chenal. Et si j'analyse bien le remplissage, je vois en fait que nous avons ce qu'on appelle un litage entrecroisé. Et nous avons un étage entrecroisé. Nous avons un étage, vous voyez par exemple en bas, nous avons des lits horizontaux. En haut, nous avons un étage qui est oblique et qui vont dans tous les sens. Donc nous avons donc ça, quand vous avez un étage entrecroisé, ça veut dire généralement que nous avons un milieu qui est fortement agité. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, donc ça c'est, donc je reviens ici. Donc normalement, vous voyez ce que ça veut dire là. Donc un étage entrecroisé, il est dû à des courants multidirectionnels, hein, ben, cela veut dire finalement que nous avons un milieu qui est très agité. D'accord? Bien. Alors maintenant, un quatrième type donc, de figure de dépôt, c'est ce qu'on appelle les séquences de Bouma. Est-ce que vous avez déjà vu les séquences de Bouma? Vous avez déjà entendu parler, mademoiselle? Oui, monsieur. Oui, Voilà, monsieur. la séquence de Bouma, donc je vais aller rapidement. Alors, les séquences de Bouma, ce sont des séquences élémentaires qui se forment dans des turbidites. Ce sont des séquences, alors les séquences de Bouma, ce sont des séquences élémentaires qu'on trouve dans des turbidites. Alors, je nomme les turbidites. C'est quoi les turbidites? Alors, les turbidites, généralement, ce sont des sédiments qui se forment suite à un courant de turbidité. Un courant de turbidité. Où est-ce qu'on les trouve? Bien, on les trouve dans le talus continental.
dans le talus continental. Alors, j'ai fait une petite figure. C'est quoi le talus? Alors, je ne sais pas si, pour vous rappeler, c'est quoi un talus continental. Vous voyez? Voilà. Regardez, est-ce que vous voyez le schéma des principaux milieux de sédimentation? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, alors regardez ici, juste pour vous rappeler un peu. Ici, nous avons donc les principaux milieux de dépôt. Alors ici, nous avons le milieu continental à gauche, le milieu marin à droite. Et face le milieu marin, nous avons deux types de milieux. Nous avons des milieux qui sont peu profonds à gauche, bon bien au milieu si vous voulez. Hein? Et puis nous avons des milieux qui sont profonds. Alors vous avez ce qu'on appelle des bouts pélagiques, donc ici, hein? Et puis là, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les turbidites. Alors, les turbidites, c'est au niveau du talus continental. Alors, donc je rappelle le talus continental, c'est quoi? Alors si je fais un schéma, donc c'est un schéma, donc vous avez déjà vu. Je peux mettre. Alors j'ai inséré une figure. Alors, si je prends, alors ici par exemple, j'ai un milieu, si je fais la distribution par exemple, les différents types de milieux, je pars d'un milieu par exemple de montagne, j'ai un milieu facile, comme ça, d'accord? Et puis j'ai un milieu donc de plaine, et puis je commence le milieu marin, avec un milieu de plateforme, et puis après j'ai le talus continental, et puis j'ai la zone de bassin. Et donc, si je prends le milieu marin, c'est ça. Voilà. Donc ça, je peux donc vous mettre par exemple les différents milieux. Donc ça, c'est le milieu donc, de montagne. Hein. Ça, c'est la montagne. Ça, insertion, ça vous avez déjà vu. Donc normalement, rapidement, juste pour vous montrer. Donc ça, c'est le milieu donc, de rivière. D'accord? Et la rivière. Alors ici, bon, on peut dire par exemple, est-ce que vous avez dit plaine? Ça peut être soit. D'accord? Ici, vous avez le milieu littoral. Donc ici, c'est le milieu de plage. Donc nous avons milieu littoral, milieu de plage. Alors ici, nous avons un milieu, donc je ne sais pas si comment, ça s'appelle la plateforme. Milieu de plateforme. Ici, vous avez en fait disons la faible profondeur. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle la zone de talus. La zone de talus continental. Et puis ici, vous avez la zone donc, de bassin. Donc vous avez la zone de bassin. D'accord? Donc ça, c'est le talus continental. Alors, le talus continental, c'est l'endroit où vous avez une forte pente. On va aller pratiquement d'une profondeur à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, ici, on va aller d'une profondeur de 150 mètres, vous voyez. Je peux avoir une profondeur donc, de 150 mètres. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non. Donc là, on dit par exemple 150 mètres de profondeur. Donc là, j'ai 0. Hein. Donc je compte bien sûr ça, je le compte toujours par rapport au niveau de la mer. Donc si je considère ça comme étant donc 0, c'est le niveau de la mer. Donc ici, j'ai 150 mètres de profondeur au niveau de la plateforme. Donc la plateforme elle va d'une profondeur de 0 à 150 mètres. Et puis, la zone de bassin, vous voyez, donc nous avons parlé de ce qu'on appelle la CCD, la zone de compression des carbonates. Donc normalement à ce niveau-là, donc nous pouvons aller jusqu'à facilement donc 5000 mètres, etc. Donc, vous voyez, plus de 5000 mètres. D'accord? Ce niveau-là, donc je peux aller jusqu'à plus de 5000 mètres. Alors, donc voilà donc la zone de talus, c'est ça. D'accord? Et
ce qu'on appelle les turbidites, les sédiments, donc on appelle ça, c'est un genre de sédiments. Ben, les turbidites, eh bien, ce sont des sédiments qui vont se déposer exactement à ce niveau-là, donc à la base du talus continental. Voilà, donc ce qu'on appelle donc c'est à ce niveau-là où je vais avoir, disons, le dépôt, donc à ce niveau-là, d'accord? Je vais avoir ce qu'on appelle des turbidites. Hein? On appelle ça des turbidites. Vous voyez donc, c'est quoi les séquences de Boma? Ce sont des séquences élémentaires de turbidites. Donc, ils vont se former comment des turbidites? Vous voyez, donc, vous voyez, les turbidites, c'est quoi? Donc, vous voyez, j'ai l'explication. Les turbidites sont des faciès sédimentaires qui se déposent au milieu profond à la base du talus continental. D'accord? À la base du talus continental. Alors, comment est-ce qu'ils vont se former? Donc, vous voyez le schéma. Comment est-ce qu'ils vont se former? Donc, j'ai ici, par exemple, ici le talus, la zone de talus. Donc, ici, j'ai fait un détail du turbidite à ce niveau-là. Comment vont se former? Alors, vous avez normalement, au niveau de la plateforme, nous avons des sédiments qui vont être des sédiments meubles qui vont se trouver, disons, à la base de la plateforme, à ce niveau-là. Ils sont généralement des sédiments qui sont instables. D'accord? Ce sont des sédiments meubles, la plupart du temps, qui sont instables. Hein? C'est comme si vous mettez, par exemple, donc, des éboulis sur une pente. Dès que vous avez une petite secousse tectonique, ou bien une secousse sismique, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez avoir une grande partie des sédiments qui va tomber en éboulis, sur la pente. Et en tombant, il va créer ce qu'on appelle un courant de turbidité. On appelle ça un courant de turbidité. Le courant de turbidité, c'est un courant qui est très chargé en sédiments. Une fois que le courant va arriver vers la surface, puisque ici, on est dans un milieu qui est très profond, donc c'est un milieu qui est calme, comment vont se déposer les sédiments? Eh bien, ils vont se déposer selon leur poids. En fait, on va avoir un granoclassement. Nous allons avoir, par exemple, les grains qui sont grossiers à la base, et puis les grains fins qui sont au sommet. D'accord? Mais, disons, la plupart du temps, les plus gros grains qu'on va avoir à ce niveau-là, ben, ce sont les grains de sable. Pourquoi? Parce qu'ici, on est très loin du continent. Regardez, par exemple, voyez, si je prends la forme, il faut qu'on, par exemple, si vous avez, par exemple, différentes particules qui arrivent par érosion donc, mécanique, hein, des particules, ils vont arriver au niveau du littoral. Les grosses particules, les galets, etc., ils vont être bloqués au niveau du littoral. Alors, ce qui va être transporté vers la plateforme, c'est uniquement les grains fins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'au niveau de la plateforme, ce que nous avons, c'est uniquement les grains de sable, les grains d'argile, les grains de silt, etc. Ouais, les grains, toutes ces particules, une fois qu'ils subissent un courant, une fois qu'ils subissent, par exemple, qu'ils tombent, on appelle ça, ils vont tomber en avalanche. C'est-à-dire en fait, ils vont tomber en éboulis. Ils vont créer donc un courant qui est très chargé en sédiments très fins, hein, ce sont des sédiments fins en général, où les sédiments, ils vont être déposés selon la loi de Stock. C'est-à-dire en fait les plus gros en premier et les plus fins au sommet. Les plus gros, c'est quoi? Ben, ce sont les grains de sable. Les grains de sable, normalement, ne peuvent pas avoir des grains très grossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous allons avoir les sédiments, on appelle ça des séquences. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des séquences? Parce qu'en fait, ce sont des couches qui vont se répéter. Chaque fois que nous allons avoir une avalanche ou bien un éboulis, chaque éboulis va donner une séquence. Un deuxième éboulis va donner une deuxième séquence. Un troisième éboulis va donner une troisième séquence. Alors, il faut imaginer, par exemple, quelquefois dans des turbidites, nous pouvons avoir des milliers et des milliers de séquences. Parce qu'il faut imaginer ça à l'échelle géologique. Et si vous avez, par exemple, un éboulis par an, bien un éboulis par 10 ans, il faut compter dans les millions d'années. Donc, on peut avoir quelquefois des milliers et des milliers de séquences turbiditiques, des milliers de séquences de moments. Donc, il faut voir comment est-ce qu'ils sont formés à des séquences. De quoi est-ce qu'ils sont formés? Alors, ils ne sont pas formés n'importe comment. Alors, vous voyez, donc, une séquence complète est formée de 5 éléments. D'accord? Une séquence complète est formée de 5 éléments. Alors, regardez la figure en bas à gauche. Donc, vous avez 5 éléments qui sont
A, B, C, D et E. Dans la première séquence, le premier élément, c'est quoi? Ce sont des grains grossiers. Attention, quand je dis grains grossiers, c'est tout simplement des grains, des sables, comme je vous ai expliqué la dernière fois, tout à l'heure, pardon. Ici, on ne peut pas avoir, par exemple, des graviers ou bien des galets. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans une profondeur assez importante dans le milieu marin. Toutes les particules qui arrivent dans ces régions-là, c'est uniquement des particules fines. Donc ici, nous allons avoir en fait des sables. On peut dire, en fait, nous allons avoir des sables qui vont former un granoclassement au niveau donc du niveau A. Au niveau de B, nous allons avoir ce qu'on appelle des laminations parallèles. D'accord? Au niveau de C, nous allons avoir des laminations entrecroisées. Regardez, attention, ce sont des litages entrecroisés avec des convolutes. On va voir par la suite les convolutes. Et puis dans le terme D, nous allons avoir ce qu'on appelle des laminations parallèles. Et enfin, dans le terme E, nous allons avoir ce qu'on appelle des châles, ou bien si vous voulez des pylites. C'est-à-dire en fait, ce sont des argiles fins. Vous voyez, donc normalement, donc, une séquence de Boma est formée de 5 éléments. A, B, C, D, E. Et donc la composition de chaque élément, donc vous la voyez ici à gauche. Alors, donc ici, regardez donc, sur la photo. Donc sur la photo, ici à droite, vous avez par exemple ce qu'on appelle une séquence de Boma. Nous avons une séquence de Boma. Alors regardez, à la base, nous avons un niveau qui est relativement grossier, ici, d'accord? Relativement grossier. Et puis après, au niveau, donc, vous voyez, regardez la limite entre le bleu et l'acier. Vous voyez, c'est là où nous avons le niveau B. Nous avons ici des laminations qui sont parallèles, d'accord? Et puis après, nous allons avoir des laminations entrecroisées, d'accord? Et puis des convolutes. Et puis vers le sommet, donc vers la partie pointue du marteau, nous avons ce qu'on appelle des laminations qui sont parallèles. Donc voilà, vous avez ici un exemple donc, de séquence de Boma. D'accord? Alors donc, une séquence est complète. Attention, je parle d'une séquence complète. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite que toutes les séquences ne sont pas complètes. Alors, les séquences sont déposées par un courant de turbidité. Donc ça, je viens de l'expliquer. Les séquences sont déposées par un courant de turbidité qui est déclenché sur une pente suite à une secousse sismique. Donc, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer ici. Normalement, une séquence de moment par un courant de turbidité. Ouais, de courant de turbidité, il est déclenché par quoi? Par une avalanche ou bien par un éboulis suite à une secousse sismique ou bien une secousse tectonique. Si vous êtes par exemple dans un milieu, je viens de vous expliquer que ici les sédiments ils sont instables, ils sont meubles, ils sont instables. Donc dès que vous avez une petite, disons une petite secousse, alors tout simplement des sédiments ils vont tomber par l'action de leur poids, l'action de leur gravité, et puis ils vont créer un courant de turbidité qui va. Alors là, il faut parler de ce qu'on appelle également une séquence complète, d'accord? La séquence complète et puis la séquence virtuelle. C'est quoi une séquence réelle et une séquence virtuelle? Alors, achète-moi les séquences réelles. Les séquences réelles ou bien une séquence complète, c'est comme si je vous dis par exemple, la première séquence, je vais avoir 5 éléments. Et on a A, B, C, D et E. Et la séquence suivante, c'est quoi? La même chose. Quand on va voir encore une fois la séquence suivante, on va voir A, B, C, D, E. La troisième séquence, A, B, C, D, E. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va trouver dans la nature? Est-ce qu'on peut trouver des séquences complètes dans la nature? Eh bien non, c'est ce qu'on appelle, en fait, on appelle ça des séquences réelles, ou bien, pardon, des séquences virtuelles. Mais les séquences réelles, la plupart des temps, les vraies séquences qu'on va trouver, ce sont des séquences qui sont incomplètes. Pourquoi incomplètes? Parce que imaginez que j'ai par exemple, j'ai un premier courant qui va me déposer 5 éléments qui sont A, B, C, D et E. Mais quand le prochain courant, quand la prochaine séquence va se former, le courant de turbidité, il va éroder la partie supérieure de la séquence. Donc, automatiquement, la séquence qui est à la base, il va être incomplète. Pourquoi? Parce que la partie supérieure de là, il va être érodé par la séquence suivante. Donc, la séquence suivante, il va me donner A, B, C, D, E. La même chose.
La séquence flow, elle est complète, mais suite à la prochaine courant de turbidité, là aussi, il va éroder la partie supérieure de la séquence. Encore une fois, je vais avoir une séquence incomplète. Alors maintenant, quel est le nombre de termes qui va être conservé au niveau d'une séquence? Bien, tout simplement, ça va dépendre de l'énergie, bien de la puissance du courant de turbidité suivant. Si le courant de turbidité suivant est très puissant, alors toute la couche, par exemple, toute la séquence, par exemple, précédente, il peut être érodé entièrement. Bien, les 4 éléments vont être érodés, il va rester uniquement un, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qui fait normalement ce qu'on appelle des séquences virtuelles, c'est comme on a par exemple A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Donc, ce sont des séquences virtuelles, mais qui n'existent pas dans la nature. Mais en réalité, ce qu'on va voir, regardez par exemple ici à gauche, je vous ai fait un exemple de séquence, vous voyez? Mais par exemple ici, A, B, C. Voilà, donc la première séquence s'arrête ici. Pourquoi? Parce que la partie supérieure, D, E, ils sont érodés par la prochaine. Donc, vous voyez, donc j'ai A, B, C. A, B, C, D, A, B, A, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, et ainsi de suite. Donc, normalement, donc ici, par exemple, si je cherche la limite des séquences, vous voyez, par exemple, j'ai la première limite, elle va être ici. A, B, C, la première limite, elle est là. La deuxième limite, donc A, B, C, D, donc voilà, la deuxième limite, elle est là. La troisième limite, A, B, voilà. Bon. Donc A, voyez, donc ça c'est la limite de la séquence. Donc A, B, C, D. A, B, C. A, B, C, D, E. Vous voyez, regardez, la dernière séquence, c'est toujours une séquence qui est complète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été. Donc, regardez, par exemple, à partir de ça, je peux déterminer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séquences. La dernière séquence est toujours complète. Pourquoi? Il n'a pas encore été érodé par le prochain courant. D'accord? Est-ce que vous avez compris, mademoiselle? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Voilà. Très bien. Alors, voilà, donc, vous voyez normalement, alors, maintenant, la signification, vous voyez normalement, à partir, ce sont donc des figures sédimentaires, donc à partir de l'analyse, donc à partir de l'analyse, donc de ces figures, de ces séquences de Bauma, je peux dire, par exemple, je peux tirer pas mal de conclusions concernant les contextes paléogéographiques. Alors, la première conclusion que je peux tirer une fois que j'ai les séquences de Bauma, la première chose que je veux dire, que je suis dans un milieu marin profond. Je suis à la base du talus continental. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, la deuxième remarque, c'est que si j'analyse, disons, la succession des séquences, je peux établir vraiment une chronologie très précise de l'intensité des courants de turbidité. Et par l'intensité des courants de turbidité, je peux remonter à l'activité sismique qu'il y a dans la région. Vous voyez, donc pas mal, je peux sortir donc pas mal donc, de renseignements à partir donc, de ces éléments. Bien. Alors maintenant, voilà, donc ça c'était pour les figures de dépôt. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour les figures post-dépôt. Alors, juste pour vous dire en fait qu'il y a d'autres figures de dépôt, bien sûr, malheureusement, on ne peut pas tout faire. J'ai essayé donc de vous faire, de vous illustrer, ou bien de vous expliquer les principales figures qu'on rencontre sur le terrain. D'accord? Par exemple, toutes les figures qu'on a vues maintenant ici, on peut les voir dans la région des Mitanus. Mais il y a d'autres figures, malheureusement, il y a d'autres figures, mais on ne peut pas tout faire, sinon on va faire tout un module rien qu'à partir des figures sédimentaires. Bien, alors je vais vous donner exactement ce qu'on appelle des figures post-dépôt, quelques exemples. Dans les figures post-dépôt, alors nous allons commencer par ce qu'on appelle les loadcasts. Les loadcasts, on appelle ça en français, donc ce sont les figures de charge. Les figures de charge. Alors, les figures de charge, ils correspondent à quoi? Eh bien, ils correspondent à des irrégularités à la limite des bons. Donc, des irrégularités à la limite des bons.
qui est due à des compositions texturales et rhéologiques différentes entre deux couches. Alors, je vous explique. Regardez par exemple le schéma. Hein, le schéma, par exemple, je vous ai mis par exemple ici deux couches. Alors, premièrement, vous voyez, pour vous expliquer un landcast, une figure de charge, regardez en bas à gauche. Pardon, en bas, tout à fait en bas. Vous avez la figure. Regardez la limite entre deux couches. Vous avez une couche qui est argileuse à la base, hein, une couche qui est argileuse à la base, et puis une couche sableuse ou bien graiseuse dans la partie supérieure. Et regardez entre les deux, vous n'avez pas une ligne continue, mais vous avez une ligne qui est irrégulière, vous voyez, qui présente en fait des ondulations. Alors, c'est pourquoi est-ce qu'on a des ondulations? Ben, tout simplement, c'est dû au fait que la couche qui est argileuse n'a pas la même rhéologie, la même texture que le grès. Donc, automatiquement, si vous mettez l'une sur l'autre, il faut imaginer surtout que vous avez des couches, ce qu'on appelle des couches hydroplastiques, ça veut dire en fait ce sont des couches qui sont chargées d'eau, ils n'ont pas la même plasticité. La même plasticité, le même comportement vis-à-vis des contraintes. Donc automatiquement, vous créez des zones, en fait, des régularités entre les deux couches. Alors regardez ici, j'explique ça, le schéma, vous avez en haut. Donc vous avez en jaune, vous avez par exemple une couche qui a une certaine texture, et puis en bas, en gris, vous avez une couche qui a une autre texture. Alors, imaginez par exemple que vous avez la texture en bas, supposons par exemple que vous avez une argile, donc en bas vous avez une argile, qui présente par exemple un certain vide nerf. Hein? Et puis automatiquement, quand vous appuyez, c'est pas vous qui allez appuyer, mais ce sont des couches postérieures. Parce qu'il faut imaginer que par la suite, vous allez avoir des couches qui vont s'accumuler sur les couches, hein, au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des figures post-dépôt. Ça veut dire pas pendant le dépôt, mais ça veut dire en fait pendant le dépôt des couches, au début ils étaient linéaires. Vous avez en fait une limite qui était régulière. Mais au fur et à mesure que les couches vont se déposer, vous allez avoir une certaine contrainte, un poids, hein, vous allez avoir en fait une certaine force sur les couches, et automatiquement, vous allez avoir des irrégularités entre, disons, les couches qui ont des textures différentes. Maintenant, une argile, mais il n'a pas le même comportement qu'un sable, bien qu'un grès. Si vous mettez par exemple ici un sable au niveau de la couche 1 et puis un sable au niveau de la couche 2, il ne va rien se passer. On va avoir une ligne qui est continue, même si on a une contrainte qui est exercée, parce que les deux couches, ils ont le même comportement. Mais si vous mettez deux couches qui ont des comportements différents, et si vous exercez une pression au fur et à mesure, ben, automatiquement, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des figures de charge. On appelle ça donc des loadcasts. D'accord? Ces loadcasts, hein, ces figures de charge, ils peuvent évoluer avec le temps pour vous donner ce qu'on appelle des flammes structures. Des flammes structures. Donc, vous voyez, donc, les flammes structures, c'est quoi? Ce sont des loadcasts très évolués. Hein? Alors, tout simplement, il faut imaginer que nous avons le même mécanisme que les loadcasts. Sauf en fait, c'est un stade qui est plus évolué. Regardez. De la figure que vous avez ici, à la base, vous avez une couche qui est sableuse, tout à fait à la base, et puis vers le sommet, dans la partie supérieure en gris, vous avez en fait des argiles, des sédiments qui sont plus fins, des argiles. Et au fur et à mesure que vous exercez une pression, vous voyez la limite entre les sables et les argiles, ils vont vous former pas uniquement des irrégularités. Quand il s'agit d'irrégularités, on va parler de loadcast. Mais quand il s'agit de figures encore plus compliquées, qui ressemblent carrément à des flammes, hein, des flammes de feu, donc c'est pour ça qu'on les appelle des flammes structures. D'accord? Donc il faut imaginer en fait que nous avons, disons, le même type de scénario, le même type